Bonjour à tous. Alors je voulais parler des dépenses faramineuses des labos pharmaceutiques avec la publicité TV. C'est énorme, vous allez voir. La santé est un business comme un autre, diront certains. Ça peut paraître choquant, mais c'est un fait. Cette industrie est contrôlée par des multinationales que l'on regroupe sous le terme générique de Big Pharma. Les Suisses de Novartis, Roche, les Américains de Pfizer, Johnson & Johnson et enfin les Français Sanofi. La course au profit n'est pas sans risque évidemment pour notre santé. Avec tout son lot d'effets secondaires, indésirables, pour ne pas dire dangereux. On peut en témoigner par le scandale du Mediator ou de la Dépakine. Cette Dépakine qui avait été prise par les femmes enceintes était responsable, entre autres, de malformations chez des milliers d'enfants, voire des millions. Sans parler de l'addiction que provoquent certains antidouleurs et de ceux qui décèdent sous camisole chimique ou d'accès médicaux, comme les personnes âgées, d'accès médicamenteux, comme les personnes âgées, qui sont elles-mêmes perdues dans les méandres des génériques, alors que le médecin avait prescrit un médicament. Eh bien non, le pharmacien vous donne un autre médicament, moins cher, paraît-il, alors que c'est souvent tout le contraire. Donc on a beaucoup d'accidents médicaux chez les personnes âgées. Mais ça ne les dérange pas. Big Pharma, c'est aussi lui qui fixe le prix de vos traitements. Hors de prix, évidemment. C'est-à-dire, plus on fait de la pub, plus c'est cher. Bien entendu, on pense aux enjeux énormes pour les laboratoires dans la lutte anti-COVID. D'ailleurs, plusieurs laboratoires dépensent des dizaines de millions par an chacun pour vanter les mérites de leurs traitements prescrits sur ordonnance aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, les seuls d'ailleurs pays qui autorisent une telle pratique. Pour le moment, ça peut ne pas durer. Aux États-Unis, en août 2018, un des laboratoires pharmaceutiques avait déboursé 27 millions d'euros de dollars, 34,5 millions en juillet, 25 un mois plus tôt. Et cette année, ses dépenses publicitaires, pour vanter les mérites de son traitement, ont dépassé le plafond. En 2015, le laboratoire pharmaceutique américain y avait consacré quand même 99 millions de dollars. Le top des 5 représente 99 milliards de dollars de dépenses. En deuxième position, en deuxième position dans le top 5 des dépenses en publicité télévisuelle. Par médicament, le mois dernier figure le Lyrica, un anti-épileptique Pfizer a consacré 21,4 millions de dollars. Suivent l'Avocana, un antidiabétique de Johnson & Johnson, 18 millions de dollars. Le Latuda, un antipsychotique Sunovion, 16 millions de dollars. Le Cialis, 12 millions de dollars. Lui, il est utilisé contre le dysfonctionnement érectile. Il est classé donc en 5e position. Ainsi, les 5 premiers produits de santé représentent 99 millions de dollars d'investissement en publicité télévisée. 5,2 milliards de dollars de pub pour les médicaments prescrits en 2015. Pensez bien que depuis, ça a largement augmenté. Alors, Pfizer était le laboratoire pharmaceutique en 2015 le plus dépensier, avec les 2 premiers médicaments générant le plus de dépenses en spot publicitaire, 116,2 millions de dollars. C'est pas mal. Et puis, 101,7 millions de dollars pour le Prevnar, un vaccin contre la pneumonie. Au total, le laboratoire pharmaceutique américain a classé 5 médicaments dans le top 10 cette année-là. L'entreprise Stat a analysé les données de plusieurs sociétés de recherche sur les médias pour un aperçu exclusif de l'endroit où les fabricants investissent leurs dollars publicitaires. Dans le rapport,
dans le blitz publicitaire de 100 millions de dollars pour un médicament à 1100 € la pilule contre l'hépatite C. Les données brossent un portrait révélateur d'une industrie en plein essor. Les annonceurs de médicaments vénèrent la télévision. Ils vendent sans relâche leurs meilleurs produits aux baby boomers, c'est-à-dire nous, les personnes vieillissantes qui regardent leurs émissions sur la télé. Mais ils dépensent également plus pour atteindre les publics de niche. Il n'est pas rare que les fabricants de médicaments fassent des achats à 6 chiffres dans les magazines comme Family, Handyman, le tabloïd des célébrités stars, sur les chaînes de télévision par câble telles que Country Music, Television ou Hallmark Channel. L'analyse indique donc clairement à quel point ces dépenses publicitaires sont concentrées, parce que les entreprises se concentrent sur la promotion des médicaments, avec la plus grande clientèle potentielle. Oui. Un quart des 5,2 milliards de dollars de dépenses de l'industrie l'année dernière ont été consacrés à la publicité de seulement 5 médicaments. Pourtant, de plus en plus de critiques s'inquiètent du fait que les dépenses publicitaires font grimper les prix. Et surtout s'inquiètent des demandes des patients qui, eux, le voyant, insistent pour obtenir ce même médicament qu'ils ont vu à la télé. Quand bien d'autres pourraient agir, ils seraient plus efficaces et voire moins chers. La Food and Drug Administration, la FDA, examinerait de près les publicités sur les médicaments et les étudierait pour voir si elles n'empêcheraient pas le consommateur de comprendre les effets secondaires potentiels associés aux médicaments. On ne parle pas de les retirer. Incroyable. Pendant ce temps-là, en France, le monde médical accorde sa totale confiance à toutes les thérapies géniques, sans discernement, en injectant même les femmes enceintes, les enfants, les ados, les malades, et peut-être même les bébés demain. Alors, en France, qu'en est-il des médicaments et de la publicité, ou plutôt devrais-je dire des labos et de la publicité? Eh bien, nous vivons en plein dans la publicité, dans les rues, à la télévision, sur le net, partout. On subit les bannières publicitaires en permanence, en haut de page, les fenêtres qui s'ouvrent automatiquement, les vidéos qui se mettent en route toutes seules. On vit tous ça. Eh bien, on estime aujourd'hui que plus de 10 000 marques entrent dans notre champ visuel chaque jour. Et au cours des à peu près 5 heures qu'on passe entre Internet, téléphone et télévision, eh bien, devant ces écrans, ces publicités nous sont imposées. Évidemment, on ne va pas prêter attention. On pense qu'on ne prête pas attention à toutes ces images, qu'on ne les regarde pas, et qu'on en oublie tous les effets. Et pourtant, c'est un problème. Parce que, même si nous pensons ne pas les regarder, toutes ces bannières publicitaires, eh bien, elles entrent et elles laissent des traces dans notre mémoire. Elles influencent donc nos intentions d'achat. Et oui, ils ont tout prévu. Alors en France, la valeur des dépenses en publicité est en constante augmentation. Elles sont passées de 15 milliards à 16 milliards en 2018 et bien plus aujourd'hui. Et bien sûr, difficile de trouver les chiffres. Combien coûte donc un spot publicitaire en France? Alors, si on compte le coût de la réalisation, le prix de la diffusion, les tarifs évoluent selon la chaîne, qu'elle soit nationale ou la TNT, et aussi en fonction de l'heure de diffusion ou du programme. Alors voilà quelques notions pour vous aiguiller et comprendre l'enjeu. Alors, si vous souhaitez investir sur TF1, il vous faut investir un budget de 30 000 € minimum. La chaîne TNT de la régie TF1 sont les plus abordables. Le budget à investir est entre 10 000 et 15 000 € en fonction de ces chaînes. Par contre, les publicités sur France 2 pour des tarifs de 30 secondes peuvent varier entre 50 et 200 000 €, voire plus. Et pour tous ces spots vidéo classiques d'une durée moyenne de 30 secondes, vous avez la chaîne TVB Smart, qui est dédiée à l'économie et à la finance. Et chaque jour, elle met des entrepreneurs à la une. Et donc, le coût est de 5 000 €. On apprend qu'il est possible aussi de parrainer une émission. Ben, pourquoi pas? Donc,
toutes les pubs que vous regardez, des lessives, en passant par les tampons, vos merveilleux dentifrices au fluor, votre bon Actifed, ou ce bon lait Nestlé, votre Bion 3, votre tisane Mediflore, ce bon vieux monsieur propre, votre baume Saint-Bernard, nos piles Duracell avec l'ours qui tourne sur lui-même, et j'en passe tellement, tellement il y en a. Je vous ai gardé la vaseline pour la fin. Ces produits que je viens de vous citer sont vendus, figurez-vous, par ces mêmes laboratoires de Big Pharma. Et oui, ce sont eux qui vous vendent cela grâce à leur filiale, leur groupe qui se norme Procter & Gamble, Johnson & Johnson, oui messieurs dames. Les mêmes qui vous vendent leur Savac ont envahi par des produits dérivés vos écrans de télé, par des pubs. Il y en a un autre qui s'appelle Unilever. Alors eux vous vendent Axe, Dove, Lipton, Cif, Sweep, Amora, Signal, Monsavon, Nico, Éléphant, Alza, Maille, etc. Mais leur but ultime, c'est la pharmacie. Et pour y entrer, ils se nomment Ulabs. Et ils vendent votre fluocaril et votre parogencil. Et puis cette très jolie marque Garantia qui passe partout actuellement sur les écrans TV, eh bien ce sont eux. Ils envahissent la pub. Ils ont aussi Love Beauty. Ulabs est entièrement dédié aux produits pharmaceutiques. Il a 22% de part de marché en hygiène bucco-dentaire. Oui, il se partage les marchés, évidemment. Et son marché est estimé à 11 millions d'euros. Très bientôt, vous aurez la société GlaxoSmith qui va être en co-entreprise avec Pfizer, ce bon vieux Pfizer. Ces deux géants, dans 3 ou 4 ans, prévoient d'être une co-entreprise, une nouvelle entité nommée GSK Consumer. Consommer en clair. Et vous, devant votre écran, et bien pendant des heures, vous regardez toutes ces pubs qu'on vous impose, bien sûr, et vous permettez ainsi, figurez-vous, de payer vos journalistes et tous les pseudo-experts qui passent sur leur chaîne. Et oui, il faut bien aller payer tous ces pseudo-experts. Alors quand tous ces experts médicaux viennent sur le plateau de l'émission, ces journalistes, écrivains, historiens, scientifiques, vous pensez sûrement qu'ils le font gratuitement? Eh bien, les consultants médicaux font les beaux jours de toutes ces chaînes d'infos en continu, figurez-vous, comme ce bon docteur Simès, durant des années. Mais depuis, on en a vu beaucoup. Comme le professeur Karim Lacombe, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, comme par magie sur LCI. Et figurez-vous que TF1 lui a proposé de tripler son salaire mensuel de fonctionnaire pour s'attacher l'exclusivité de son ton réfléchi et de sa pédagogie jusqu'à la fin de la crise COVID. Autant vous dire qu'elle est devenue fonctionnaire de TF1. 23 médecins experts ont joué le jeu entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 sur 390 chaînes de télé, stations radio, sacrée manne financière pour les labos. Quel juteux marché. Le top 15 se complète comme suit. Jean-François Delfrécy, 8858 passages télé. Jean-Paul Hamon, 2780 passages télé. Après, on a Axel Kahn, Anne-Claude Crémier, on a pu compter Bruno Lina, Philippe Juvin, Gilbert Deray, Éric Combe, Patrick Pelou. Ah, ce bon Patrick Pelou qui est arrivé sur les attentats, le premier, le pauvre Gilles Pialou, Martin Blachy. Quel bon Martin Blachy. Arnaud Fontanet, Philippe Amouviel, et bien sûr, on en oublie. Durant la guerre du Golfe, on a vu un petit peu la même chose, hein, avec de bons généraux. Lors des attentats aussi, des spécialistes, des experts en terrorisme. Bon, par contre, sur le terrain, c'est de la merde, quoi. Mais ils t'expliquent malgré tout ce qui se passe. Non, ils n'ont rien anticipé. Ah non, ils n'ont rien anticipé, ce sont des experts de crise, hein, pas des éviteurs de crise, évidemment. Hein. Et maintenant, on a donc nos bons professeurs de médecine. En clair, ce sont les experts qui font grimper le taux d'audience des chaînes d'infos en continu et qui ont permis de leur faire quadrupler leurs audiences, notamment BFM. Quel bonheur pour tous ces annonceurs. BFM dépasse par moment les 7% de part de marché, un record. Quand l'émission 24 heures double chaque début de soirée entre 18h et 20h.
C'est comme autant de guerres, explique Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFM TV. Mais elle dit, on doit savoir aussi mettre en cause des discours officiels, remettre en cause des discours officiels. On essaie donc de mixer les interventions médicales entre spécialistes rassurants et ceux plus alarmistes. Incroyable. Ce n'est pas du tout ce que l'on a vu. Ce n'est d'ailleurs jamais ce que l'on voit. Et puis, surtout, on vous maintient entre peur et possible sortie, histoire de vous maintenir la tête sous l'eau. Les consultants médicaux sont devenus des acteurs majeurs d'une guerre cathodique. Les autres, les sans grade, les gens sans intérêt, on leur donne des horaires dans la journée ou en fin de soirée, c'est-à-dire les moins suivis, évidemment. Mais les stars de la télémédecine, eh bien, ils ont droit aux meilleures tranches horaires, la matinée, début de soirée, et ils acceptent de juteux contrats de consultants. On a vu la montée en puissance du généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, qui a lancé plusieurs appels d'ailleurs à Macron pour accélérer la vaccination, d'Arnaud Fontanet, le membre important du conseil scientifique, ou encore de Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille, dont plusieurs projections d'évolution de l'épidémie ont été publiées dans le journal du dimanche. Des médecins inconnus devenus d'un coup des experts sanitaires, volontairement médiatisés, afin de se substituer sûrement au rôle de la nation, des élus de la nation, ces médecins de plateau, ainsi par leur profession, ont contribué, moyennant rémunération, à créer une pandémie et à participer à l'aggravation de la perte de démocratie dans le mépris des considérations de liberté, de dignité et de leur propre éthique médicale, bafouant au passage leur serment d'Hippocrate, agissant plutôt pour le serment d'Hippocrate, sans vergogne et sans le moindre intérêt pour leur peuple. D'ailleurs, par-delà leurs compétences scientifiques, ils sont invités à donner leur avis sur tout, notamment des aspects politiques, sociétaux, moraux, sur la crise. Certains réclament un durcissement du code pénal, des peines de prison pour les réfractaires au Saint-Vac ou avant couvre-feu. Il faut qu'on les fasse payer, ces réfractaires. Et j'en passe. Mais en fait, en vertu de quelle expérience, surtout de quelle compétence, en pleine crise sanitaire, vous êtes à blablater sur des plateaux de TV et on se fout royalement de votre discours. Et tout ça, tous ces sujets, les plus divers, vous les abordez sous le prisme de votre formation médicale. Où vous ne voyez que les Français en patients, clients, devrais-je dire, et qui sont supposés obéir à vos prescriptions. Mais non, messieurs, ce sont des citoyens, des êtres dignes de penser. Mais vous vous êtes employés à faire de la peur, à vendre de la peur perpétuelle au mépris des connaissances, de ce qui aurait dû être vos connaissances. Ces mêmes experts médicaux, en plus, n'ont pas arrêté de se tromper. Vous vous êtes tous trompés. Les masques, l'évolution, sans arrêt. Mais pas de problème. Aucune autocritique. Oh non. Au contraire, vous vous présentez en connaisseur. Et tout ça, c'est du flan. Un spectacle à deux balles, avec des acteurs de série B aussi mauvais acteurs que médecins. Vous l'aurez compris, Big Pharma finance tous les directeurs de chaîne via la publicité. Nous sommes comme dans un cinéma où le producteur serait les laboratoires, les diffuseurs seraient la presse télévisuelle et les comédiens les bons médecins. Et tout ce petit monde, moyennant finance, s'érige en donneur de leçons sous vos yeux. Et vous n'y voyez que du feu. Alors, comment les merdias, si peu scrupuleux, peuvent-ils donner des leçons, étant eux-mêmes en plein conflit d'intérêts, n'est-ce pas? Parce que tout ce petit monde, au final, en recevant tous ces pseudo-experts, reçoivent de plus en plus des salaires mirobolants, tout en sachant que toutes leurs publicités sont payées par des laboratoires avec lesquels travaillent tous ces bons médecins. Ceci explique sans doute leur allégeance au discours.
Parce qu'au vu de tous ces chiffres, mais comment peuvent-ils encore se permettre de traiter les gens de bonne volonté de complotistes? Qui complotent réellement? Les gens du peuple? Les médecins, les infirmières bienveillants? Ou ceux qui touchent d'énormes salaires pour se taire, corrompus sûrement par la publicité qui les fait vivre et leur donne un tout petit peu d'importance, ou seraient vite oubliés. Enfin, sauf le jour où tout ceci se réglera. Comment peuvent-ils aussi se permettre de faire de la propagande au mépris de la santé de leur peuple, alors que la vérité se dévoile partout dans le monde entier de plus en plus? Ils ne sont pas abonnés à des revues scientifiques, ces gens-là. Ces bons professionnels, ils n'ont aucune revue scientifique. Pas de remise en question, pas d'erreur médicale. Incroyable. Messieurs les journalistes, alors vous êtes les premiers responsables de cette situation parce qu'il faut que le peuple comprenne que si les médecins portent de lourdes responsabilités, de par leur silence sur tout ce qui se passe, vous êtes carrément les chefs de file et les relais de tous ces laboratoires qui vous paient votre salaire alors avant de vous permettre d'oser attaquer ceux qui voient clair. Vous devriez vraiment balayer devant votre porte parce que vous nagez en plein conflit d'intérêts. Comme ce journaliste d'un grand média national, sans le moindre diplôme de médecine en poche, qui s'est permis de tenir des propos calomnieux, honteux envers le professeur Perron. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et je le cite. Vous avez dit, monsieur, des propos considérés comme indignes de la fonction qu'il exerce, en parlant de M. Perron, qui est quand même chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital. En raison, selon encore un commentaire d'un pseudo-journaliste, ce médecin est devenu l'une des blouses blanches les plus en vue dans la sphère complotiste pour ses propos récurrents contre les mesures prises par les autorités dans la lutte contre le COVID. Mais non, mais c'est une blague, c'est un film en fait. Vous n'avez aucune compétence, vous vous êtes noyé dans les conflits d'intérêts et vous vous permettez encore d'en rajouter. Quel spectacle affligeant. Mais la question que tout le monde devrait se poser, c'est pour qui vous roulez, vous les journalistes, n'est-ce pas? Quelles sont vos moindres compétences en médecine? Combien de vies avez-vous sauvées? Ça serait plutôt dans les termes contraires, en fait, ce que vous avez fait. Parce que votre parole paraît être celle d'une parole d'évangile. Les journalistes sans compétence, détenant leur pouvoir financé par des laboratoires, n'ayant ni honneur ni compétence, autre que celle d'écouter des professionnels qui devraient donner la parole à toutes les paroles critiques, positives ou négatives. Mais donner la parole à ces gens-là, des gens qui sont dissidents, d'après vous, vaut systématiquement l'accusation d'être complotiste. Il faut le dire, c'est très maigre comme argument. Surtout que vous ne faites même plus le métier de journaliste. Pas d'enquête, pas de contre-pouvoir, pas de contre-parole, rien, rien. Le néant, le vide total. L'entière liberté de parole, de pensée, d'écriture d'un professeur ou d'un scientifique fait partie quand même des principes fondamentaux de la démocratie et de la science. Je ne sais pas ce que vous avez appris en fait. Je ne sais pas ce qui vous reste entre les deux oreilles. Alors qui sont les vrais complotistes? Je vous pose la question. Ceux qui mentent pour de l'argent et du pouvoir, ou ceux qui perdent leur vie, leur réputation, leur liberté pour de la santé? Aucun ne sera oublié. Soyez-en bien certains. Quant au peuple, franchement, réveillez-vous, parce que les premiers coupables sont ceux qui sont payés par vos publicités
c'est-à-dire ces laboratoires qui les font passer et qui payent les directeurs de chaînes télé, qui ainsi se permettent et s'octroient tous les droits, même celui de détruire toute personne qui n'est pas dans la pensée unique. Vive la résistance. À bientôt.